Bonjour. Bonjour madame, madame Albrieux. Oui, c'est moi. Bien, merci de nous accorder votre temps. Donc, Bah, merci d'organiser cet événement. les élèves du lycée Bonaparte, je vais juste vous dire quelques mots de présentation, puis je vous Mhm. donne la parole. Et évidemment, à la fin, si vous avez un peu de temps, accorder à nos élèves pour quelques questions. Bien sûr. Mhm. Donc, évidemment, votre Sciences Po Paris n'est plus à présenter. Juste quelques mots malgré tout. Vous êtes la responsable du pôle Moyen-Orient, entre autres. Oui, exactement. Donc, Sciences Po Paris propose des formations en licence, master et en doctorat. Et comme chacun le sait, vous êtes aussi là pour préparer au concours de fonctionnaires, généralement dans la diplomatie ou autre. Et cette campus, là, parfois, dans l'esprit de nos élèves, c'est un peu confus. Cette campus Sciences Po Paris qui se trouve à Menton, Sciences Po Paris qui se trouve. Donc, peut-être apporter un peu d'éclaircissement à cette campus et en quoi ces campus sont différents, même s'ils ne sont pas tous localisés sur Paris. Voilà, je vais vous laisser la parole. Je vous remercie encore pour votre temps et puis on se retrouve en fin de conférence pour quelques questions. Super, bah merci beaucoup. Alors, je vais en profiter pour essayer de partager mon écran. Ça devrait être possible, j'imagine. Alors, hop là. Partager. Yep. C'est bon, tout le monde voit? Tout à fait. On vous voit bien et on entend bien. Super. Alors, bah, déjà, merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Donc, je m'appelle Léa Albrieux et je m'occupe en effet de tout ce qui est partenariat universitaire et promotion de Sciences Po au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, dans le Golfe et au Pakistan. Voilà, c'est une zone assez large. Alors, aujourd'hui, on va parler de Sciences Po Paris. Donc, effectivement, il y a un peu de complexité avec les campus, mais ça va être clair, j'espère, à la fin de cette présentation. Donc, Sciences Po, c'est une université française qui vient de fêter ses 150 ans l'année dernière. Et c'est une université qui a beaucoup évolué depuis sa fondation, ça avait été créé pour vraiment former les hauts fonctionnaires de l'administration publique française. Et depuis, ça a beaucoup évolué. Une université qui forme aussi une grande majorité de ses étudiants qui travaillent dans le privé. La moitié de nos étudiants ne sont pas français, viennent de plus de 150 pays différents. La moitié de nos cours sont en anglais. Et comme vous allez le voir, on a 480 universités partenaires de par le monde. Et ça a son importance pour votre cursus. Alors, on va parler du collège universitaire et plus précisément du bachelor. Donc, en fait, le bachelor, c'est une licence, un bac plus 3, tout simplement, ce que vous allez faire directement après le bac. Alors, sur cette slide condensée, on va expliquer ensemble. Donc, le bachelor, c'est un diplôme de 3 ans. 2 ans en France et 1 année d'échange à l'étranger. La première année, vous allez faire, donc c'est un peu cette partie grise, là, ce qu'on appelle le socle commun. Vous allez tous faire la même chose sur une base multidisciplinaire. L'idée, c'est que vous ne vous concentrez pas sur une seule discipline, mais que vous en voyez plusieurs pour après, vous spécialiser au fur et à mesure des années. Donc, la première année, vous allez tous faire du droit, de l'économie, de l'histoire, de la science politique, de la socio et des humanités politiques. En deuxième année, vous allez commencer à vous spécialiser en choisissant une majeure. Donc, ce sont les blocs rouges que vous voyez ici. Il y a soit la majeure économie et société, qui va avoir surtout 2 grosses disciplines qui sont l'éco et la socio. La majeure humanité politique, qui est plutôt orientée histoire et philo. Et politique et gouvernement, qui sera plutôt droit et sciences politiques. Ce sont des majeurs multidisciplinaires et vous pouvez aussi prendre des cours en dehors de ces majeurs, puisque ces majeurs représentent entre 40 et 60% de vos cours sur l'année. En dehors de ces cours académiques, vous allez aussi avoir la possibilité d'apprendre des langues parmi 25 langues différentes. Vous aurez aussi des ateliers artistiques et culturels tout au long de l'année. Et vous allez avoir ce qu'on appelle le parcours civique ici. En fait, l'idée, c'est que vous ayez une base, une expérience de terrain
en parallèle de l'expérience académique que vous allez acquérir. Donc, vous allez choisir un sujet qui vous intéresse. Ça peut être l'éducation, l'environnement, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez faire un stage dans une organisation de votre ville. Donc, l'idée, c'est que vous soyez aussi impliqué dans la ville dans laquelle vous allez être durant 1 mois la première année et quelques heures par semaine la deuxième année. Et en troisième année, vous allez rédiger un mémoire en lien entre votre expérience dans l'organisation et le savoir que vous aurez acquis en cours. Alors, hop, donc, on a parlé des 2 premières années en France. Donc, vous avez une majeure, dont on a parlé, donc une des 3 majeures disciplinaires, mais vous allez aussi avoir une mineure. Alors, la mineure géographique, elle dépend du campus dans lequel vous allez être. Donc, on est bien Sciences Po Paris. Et Sciences Po Paris a 7 campus. À la fin, vous avez toujours un diplôme de Sciences Po Paris. Vous avez les mêmes cours, c'est le même parcours. Mais chaque campus a une spécialisation régionale. C'est-à-dire que vous allez avoir environ 1 à 2 cours par semestre qui vont être liés à une région du monde. Donc vraiment, ce n'est pas tous vos cours, c'est juste 1 à 2 cours par semestre. Donc par exemple, si vous allez, disons, au Havre, dans le nord de la France, ici, vous aurez une spécialité Asie, avec la possibilité de commencer ou de renforcer, si vous avez déjà commencé au lycée, des langues de la région, type chinois, japonais, coréen. À Menton, dont on a parlé juste avant, donc c'est lié donc, vraiment au sud de la France, à la frontière avec l'Italie, c'est lié à tout ce qui est Méditerranée et Moyen-Orient. Vous pouvez vous orienter plutôt Europe, à Nancy ou à Dijon, Reims, Amérique du Nord ou Afrique, Poitiers pour tous ceux qui seraient plutôt orientés sur Amérique latine, les Caraïbes, et enfin Paris, c'est le seul campus qui n'a pas de spécialisation. Donc, juste pour vous montrer un exemple, par exemple, Menton, donc hop là, ce magnifique bâtiment qui donne sur la Méditerranée, c'est le campus de Sciences Po. Vous allez vous spécialiser dans le Moyen-Orient, Méditerranée, avec la possibilité de suivre vos cours tout en anglais ou tout en français. Et vous pouvez apprendre, je vais y arriver, hop là, l'arabe, le turc, l'hébreu, l'italien, l'espagnol. Alors, Paris, c'est un campus généraliste où les cours sont majoritairement en français. Juste quelques exemples. Et Reims, par exemple, pour l'English Track, qui est sur l'Amérique du Nord. Donc, vous faites 2 ans sur un de ces campus. Et à la fin, la troisième année, vous allez partir en échange à l'étranger. Donc, tout le monde part, c'est obligatoire. L'idée, c'est que vous partez soit dans votre région de spécialisation. Voilà, vous avez commencé à apprendre une langue, vous avez commencé à étudier sur cette région et vous voulez voir de vous-même comment ça se passe et vous voulez améliorer la langue que vous aurez apprise, par exemple. Soit vous décidez de partir dans une autre région parce que vous voulez découvrir une autre culture. Donc, on a 480 universités partenaires. Le choix est très, très large. Vraiment, vous pouvez partir quasiment où vous voulez. Nos partenaires sont parmi les meilleures universités du monde. Et durant cette année d'échange, vous êtes toujours un étudiant de Sciences Po. Donc, vous allez continuer à payer nos frais de scolarité tout en étudiant dans l'autre université. Donc, ça, c'est le bachelor de 3 ans. 2 ans en France, une année d'échange à l'étranger. On a aussi des doubles bachelors internationaux qui sont un peu différents. Là, c'est non plus 3 ans, mais 4 ans. Mais à la fin de ces 4 ans, vous allez avoir 2 diplômes. C'est-à-dire que vous ne faites pas un échange, vous êtes pleinement étudiant de 2 universités. Donc, imaginons que vous faites un double diplôme avec UCL, par exemple. Vous allez faire vos 2 premières années comme tous les étudiants sur un des campus. Et les 2 dernières années, donc l'année 3 et 4, à UCL. Et à la fin, vous avez un diplôme plein de Sciences Po et un diplôme plein de UCL. Donc, vous allez payer les 2 premières années de Sciences Po et les 2 dernières années, celles de UCL. Donc voilà, donc on a un 9 double diplôme, ça peut être aussi bien en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, vraiment, pas où vous le savez, mais voilà, on a 9 beaux doubles diplômes. Et les derniers doubles diplômes dont je voulais parler, ce sont des doubles diplômes franco-français. Donc là, c'est encore différent. C'est pour ceux qui auraient envie de savoir une double formation et sciences sociales, donc avec Sciences Po, et sciences dures avec une autre université. Donc, par exemple, vous pouvez avoir avec l'Université de Paris le double diplôme algorithme et décision, ou si vous êtes plutôt orienté, on va dire, sciences de la Terre, ça peut être politique du vivant et identité, ou sciences humaines, sciences sociales, sciences du vivant à l'Université de Reims. Donc là, ça va être soit en 3 ans, soit en 4 ans. L'idée, c'est que vous allez faire 2 ans en France, une année d'échange, et si c'est en 4 ans, vous allez revenir une 4e année en France pour finir votre diplôme. Et à la fin, pareil, vous avez 2 diplômes, un diplôme de Sciences Po, un diplôme de l'autre université, qui vous permettent après de vous spécialiser aussi dans des voies assez différentes, soit une voie plutôt scientifique, soit une voie plutôt, on va dire, sciences sociales. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, comment est-ce qu'on postule à Sciences Po? Alors, on va passer à l'autre slide parce que cela n'est pas très compréhensible. Hop là. Alors, c'est en 2 temps. Le premier temps, ça va être sur Parcoursup. Donc, c'est déjà ouvert, me semble-t-il. Et donc, vous allez, durant le laps de temps, mettre un dossier. Donc, dans ce dossier, il va être noté sur 60 points. Donc, vous voyez, c'est le parti de ici. Donc, c'est ce dossier sur 60 points avec 3 parties.
Chaque partie va être notée sur 20. Donc, la première partie, ce sont vos notes anticipées du baccalauréat. Donc, en fait, les notes de français sur 20. Après, vos bulletins scolaires du lycée, donc de la seconde à la terminale. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est quelle est votre évolution. Voilà, peut-être que ça a été compliqué en seconde, mais vous êtes amélioré au fur et à mesure. Quelle est votre place dans la cohorte et également les évaluations des enseignants. Note sur 20. Et la dernière partie, ce sont 2 écrits. Un écrit, c'est votre motivation, donc pourquoi vous postulez à Sciences Po, et un essai personnel. Donc, vous avez 5 choix, ils sont sur le site de Sciences Po. Vous pouvez donc déjà les regarder. Vous en choisissez un et vous écrivez dessus. Donc, je précise bien pour ces essais, ce n'est pas un test de connaissance. On veut vraiment voir comment vous pouvez réfléchir à partir d'un sujet donné, comment vous pouvez écrire, quelle est votre qualité d'écriture, de réflexion, d'argumentation. Une fois que vous avez fait ce dossier, vous serez appelé quand Parcoursup aura fini, donc il me semble que c'est vers avril, ou même vers mai, pour faire un entretien d'une demi-heure avec un jury. C'est un entretien qui se passe sur Zoom, donc vous n'allez pas à vous déplacer. C'est avec 2 personnes qui n'auront pas eu accès à votre dossier. Donc, vous allez commencer par vous présenter, environ 5 minutes, qui vous êtes, pourquoi vous postulez à Sciences Po. Après, on va vous montrer 2 images. Ça peut être 2 photos, ça peut être une peinture, une photo. Vous en choisissez une et vous allez commencer à faire une analyse de cette image. Donc là aussi, on ne fait pas un test de connaissance. Il n'y a pas une mauvaise ou une bonne réponse. On veut voir comment vous pouvez tirer des éléments d'une image, voilà, décrire une image et le lier avec un sujet qui pourrait vous intéresser, des sujets du monde contemporain et argumenter autour de ça. Donc vraiment, j'insiste, hein, on ne teste pas vos connaissances. Si vous ne reconnaissez pas ce qu'il y a sur cette image, ce n'est pas grave. 2 élèves peuvent prendre la même image et faire des analyses complètement différentes qui peuvent être tout aussi intéressantes. Après cette analyse qui va durer, on va dire, 10 minutes, 10-15 minutes en fonction de ce que vous aurez à dire, il y aura un échange avec les 2 personnes, le 2 jurys, sur votre analyse et sur vos motivations. Et à la fin, au bout de, me semble-t-il, 2 semaines, 1 mois, vous saurez si vous êtes admis à Sciences Po. Voilà. Alors, maintenant, donc ça, c'est la même chose. Donc, c'est sur Parcoursup et après, par un entretien. Donc, combien coûte Sciences Po? Donc, les frais de Sciences Po, ça dépend non pas de votre nationalité, mais en fait, de la résidence fiscale de vos parents. Donc, si vos parents payent leurs impôts en Europe, ça sera entre 0, hop là, ici, et 14 210 € par an. S'ils ne payent pas leurs impôts en Europe, ça va être directement 14 210 € par an, par année du bachelor. Ceci étant dit, un tiers de nos étudiants reçoivent des bourses ou sont soit partielles, soit des exemptions de frais de scolarité. Donc, vous allez sur le site de Sciences Po et vous allez voir en fait l'ensemble des bourses qui peuvent être offertes en fonction des nationalités. La plus connue pour tous les étudiants non européens, c'est la bourse Boutmy, donc celle-ci, du nom du fondateur de Sciences Po, Émile Boutmy. Et c'est une bourse qui va de 3 000 à 13 000 et qui peut même aller jusqu'à 19 000 € par an. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle va soit couvrir une partie, soit la totalité des frais d'inscription avec une bourse de vie. Donc, c'est vraiment basé sur l'excellence académique et ça peut être aussi sur critères sociaux, ça dépend. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, juste brièvement pour qu'on ait un temps d'échange également, mais juste pour vous expliquer comment un peu la vie à Sciences Po. Donc, il y a énormément de conférences, il y en a toutes les semaines. L'idée, c'est que vous soyez en contact avec un peu les leaders du monde actuel, que ce soit politique, culturel, économique. Vous pouvez inviter les personnes qui vous intéresseraient d'ailleurs. On a aussi beaucoup de clubs étudiants. Sur chaque campus, il y a des clubs. Chaque année, des nouveaux clubs sont créés. Donc, vous pouvez aussi créer votre club étudiant si vous le souhaitez. C'est vraiment une façon intéressante de s'intégrer au sein du campus et de la vie étudiante de Sciences Po. Donc, ça, c'est un peu nos alumni. Mais on va le revoir après. C'est un peu pour vous montrer dans quel genre de secteur vous pouvez travailler. Mais je vais vous montrer ça plus détaillé après. On a aussi un service aux étudiants, donc on va vous aider pour tout ce qui est un peu les démarches administratives, l'ouverture d'un compte bancaire, tout ce qui est les demandes d'aide de logement, les aides financières. Sachant que à Sciences Po, il n'y a pas de logement sur le campus. Par contre, on a des accords pour vous trouver des logements. Donc vraiment, si vous êtes accepté à Sciences Po, contactez le service aux étudiants très rapidement pour qu'ils vous aident à trouver un logement pour la rentrée. Et le dernier programme dont je voulais vous parler, c'est la Summer School, donc un programme d'été, comme son nom l'indique, qui est soit, donc en fait, le pré-universitaire, pardon, c'est pour les élèves qui vont de la seconde à la première. C'est en présentiel à nouveau, 2 semaines sur le campus de Reims, 1 semaine sur le campus de Paris. Vous allez faire vraiment les basiques de Sciences Po, la méthodologie, les cours fondamentaux en anglais, avec des activités culturelles à Reims et à Paris. Et pour ceux qui seraient en terminale et qui seraient intéressés, ça serait ce programme-là qui est par contre entièrement à Paris.
Alors, là, brièvement, c'est juste pour que vous ayez une perspective, pour que vous voyez à quoi vous attendre après Sciences Po. Donc, en gros, une fois que vous avez votre bachelor de 3 ans, ce qui se passe en Europe, c'est que la plupart des élèves, enfin des étudiants, se spécialisent au niveau du master. En fait, c'est à ce moment-là que vous allez déterminer où vous allez dans quelle voie professionnelle vous allez aller. Donc, vous êtes directement accepté en master chez nous, mais vous pouvez complètement aller dans une autre université si vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de repostuler à Sciences Po. Tous les masters sont à Paris en 2 ans, en français ou en anglais, avec un semestre d'échange à l'étranger ou de stage à l'étranger. Et vous pouvez vous spécialiser soit dans tout ce qui est affaires publiques, ça peut être affaires publiques françaises ou européennes, par exemple, tout ce qui est affaires internationales. Si vous voulez vous lancer dans la diplomatie, dans la sécurité internationale, dans l'énergie internationale, dans le droit, les droits de l'homme, par exemple, également. Tout ce qui est l'école de droit, pour ceux qui voudraient préparer le barreau, l'école de la magistrature, l'école de management et d'impact. Donc ça, c'est un peu type business school. Vous retrouverez des masters type RH, communication, finance et stratégie, des masters spécialisés sur tout ce qui est le lancement de start-up, l'école de journalisme, l'école urbaine et l'école de la recherche. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai parlé de tout ça? Pour vous dire que à la fin des études de Sciences Po, à la fin des 5 ans, voilà les domaines dans lesquels se retrouvent nos étudiants en fonction des masters qu'ils ont pris. Donc, comme vous le voyez, la grosse majorité se retrouve dans le privé. Ça peut être par exemple dans la banque, la finance, les assurances, tout ce qui est presse, médias, l'industrie, l'énergie, audit et conseil, mais également la culture, l'administration publique bien sûr, les ambassades par exemple, et enfin les grandes organisations internationales type UNESCO, ONU, les ONG et les secteurs juridiques pour ceux qui auraient fait un master de droit. C'est aussi un diplôme qui permet à nos étudiants de travailler en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe. Donc vraiment, vous pouvez travailler partout, il sera reconnu sur tous les continents. Et j'en finis avec ça et je départage mon écran et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Merci Madame Albrieux pour cette présentation claire, concise, précise et rapide aussi. Donc maintenant, on va laisser la parole à nos élèves. Alors, qui a une question? Alors souvent, il y a un peu de timidité au départ, donc j'aide un petit peu pour que la timidité tombe et que les langues se délient. Donc c'est moi, je vais commencer par une question et puis ensuite, je pense qu'ils vont être un peu moins timides et ils vont se lancer. Alors, bon, votre école, tout le monde la connaît, on sait à quel point elle est prestigieuse et beaucoup de nos élèves rêvent d'y entrer. Hélas, beaucoup de candidats, mais peu d'élus, parce qu'on sait à quel point les critères de sélection sont très élevés. Et on a beaucoup d'élèves ensuite qui parviennent à intégrer Sciences Po au niveau master, où il semblerait que ça soit moins difficile que d'y entrer après le baccalauréat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dirais pas que c'est moins difficile. Ça dépend aussi des masters. Il y a des masters qui sont plus sélectifs que d'autres. On a des masters qui sont extrêmement sélectifs. Donc, c'est peut-être pas plus facile, mais peut-être qu'au niveau du master, parce que c'est vrai qu'il y a une grande partie de nos étudiants, peut-être quasiment la moitié, qui, au niveau du master, qui ne viennent pas de Sciences Po. Mais je dirais que c'est peut-être aussi qu'au niveau du master, ils ont une idée plus claire de ce qu'ils veulent faire. Et que peut-être qu'ils défendent aussi mieux leur projet et qu'ils ont fait de toute façon un très beau parcours. C'est vrai qu'il y a, bon, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent donc postuler à Sciences Po, certains qui n'y arrivent pas. Pour moi, c'est pas, enfin, je sais que parfois c'est un peu vu comme la fin du monde. Pour moi, ça l'est pas du tout. Déjà parce qu'il y a plein d'autres voies qui peuvent aboutir, enfin, qui permettent d'aboutir à la fin à la même chose. Que je trouve ça très intéressant aussi d'avoir fait un parcours différent de Sciences Po et de après faire un master à Sciences Po. Je trouve que ça permet d'avoir des perspectives assez différentes. Et qu'après, il y a d'autres Sciences Po aussi dans lesquelles ils peuvent postuler, mais il y a plein d'étudiants finalement qui vont étudier à l'étranger, qui viennent en France pour faire le master. Je ne dirais pas que c'est moins sélectif, je dis juste que c'est peut-être d'autres perspectives et ça dépend aussi vraiment des masters. Je vous remercie. Allez, je ne vais pas monopoliser la parole. J'aimerais que ce soit vous qui posez les questions. C'est vous qui allez postuler à Sciences Po. Donc, oui, vas-y, je t'écoute. Non, mais j'ai une question pour les essais 2023-2024. Ils sont publiés vers quelle date en fait? Est-ce que vous avez entendu la question? Ah oui, alors les 2023, donc on est en 2023. Donc vous parlez pour maintenant, pour Alors, cette en fait, année? c'est un élève qui est en première et donc il postule Ok. l'année prochaine et il veut savoir les essais à partir de quand vous les publiez. Alors, en fait, ils sont avant Parcoursup parce que les écoles qui postulent par la voie internationale, donc pas des lycées non français, postulent avant. Donc, c'est généralement vers fin octobre, novembre ou début D'accord, novembre. merci. Le pourcentage d'admission. Alors, le pourcentage d'admission en fonction des candidats, c'est quoi?
Alors, on est autour de 10%. Ah ouais. Oui, c'est sélectif, hein, c'est sûr. Mais c'est pas impossible, vraiment, vraiment. Alors, j'ai une autre élève qui demande, il y avait combien de places cette année? Oula, en fait, je ne sais pas exactement combien de places sur un. Je pense qu'on est autour de. J'ai peur de dire des bêtises, j'ai envie de dire autour de 1500, quelque chose comme ça, mais j'ai vraiment peur de dire des bêtises. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 15 000 Après, candidats. le seul bémol que je voudrais apporter, c'est qu'on est environ autour de 10%, mais c'est pour tout Parcoursup. On avait regardé les chiffres l'année dernière et on avait vu qu'au sein de Parcoursup, les lycées français à l'étranger avaient un pourcentage un peu supérieur à la moyenne générale de Parcoursup. Donc voilà, donc, pour moi, c'est un bon point parce que vous êtes aussi des très bons lycées, des très bons lycéens. Donc généralement, le pourcentage d'admission est un peu supérieur au sein des lycées français à l'étranger. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur? C'est des conditions parce qu'il n'y a pas des conditions sur les spécialités. Ça a commencé là, on a peu de spécialités. Est-ce qu'il est ouvert à toutes les spécialités ou bien il y a une condition particulière à toutes les spécialités? Avez-vous entendu la question ou vous voulez que je la Alors, réponde? j'ai entendu spécialité. Est-ce qu'on parle des spécialités que les Voilà, élèves c'est ça. peuvent C'est-à-dire choisir? est-ce qu'il y a des spécialités privilégiées pour candidater à Sciences Po? Pour Sciences Po, mais vraiment, je parle pour Sciences Po Paris, je ne sais pas comment fonctionnent les autres. Nous, avant les spécialités, on a accepté tous les bacs. S, ES, L. Donc, on continue à accepter les élèves qui ont fait toutes les spécialités, on va dire. On ne demande pas une spécialité particulière. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pris telle ou telle spécialité, on ne va pas refuser votre dossier. Généralement, ce qu'on conseille, c'est de prendre des spécialités dans lesquelles vous êtes bon parce qu'il y a quand même un gros critère académique. Donc, ça ne sert à rien de prendre une spécialité que vous imposez si à la fin vous avez des mauvaises notes parce que voilà, vous aurez beau avoir cette spécialité, vous avez des mauvaises notes. Ceci étant dit, si vous avez fait que des spé scientifiques, parce que bon, Sciences Po, ça reste une université de sciences sociales quand même, c'est tout à fait possible. Après, il faudra bien le justifier dans la lettre de motivation. Voilà, pourquoi est-ce que vous avez un profil plutôt scientifique et pourquoi malgré tout vous postulez à Sciences Po. D'accord, merci. Les jeunes, d'autres questions? Les jeunes et les moins jeunes. Alors, on a un certain nombre d'élèves ici dans la salle qui sont en première et peut-être s'interrogent déjà sur est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour préparer un bon dossier, parce que vous avez expliqué qu'il y avait 60%, 60 points, pardon, qui étaient attribués au dossier. Hein. Vous avez parlé du bac de français, des bulletins de seconde à la terminale et des écrits, etc. Donc, est-ce que vous avez des conseils à donner à des élèves qui seraient en première pour préparer un bon dossier? Bon, alors il y a tout le critère académique, hein, effectivement. Bon, là, c'est faut bien travailler et choisir les spécialités dans lesquelles vous avez des bonnes notes et qui vous plaisent. Après, il y a toute la motivation. Donc là, comment dire, pour moi, la lettre de motivation, il faut être le plus spécifique possible. Il ne faut pas s'imaginer qu'on attend quelque chose de très précis. On a envie d'avoir des profils différents. Donc, il faut bien que vous réfléchissiez à pourquoi vous voulez postuler à Sciences Po. Déjà, ça vous permettra de voir si vous voulez vraiment postuler à Sciences Po, de regarder en fait bien les cours qui sont offerts, de bien justifier, voilà, vous voulez postuler à Sciences Po parce que peut-être tel ou tel cours vous intéresse en particulier, peut-être tel ou tel campus pour telle raison. Je précise, je sais que ça peut paraître logique, mais quand même, je préfère le préciser. Vous n'êtes pas obligé de postuler à Menton. Vous pouvez postuler vraiment dans tous les campus. Hein. Vous pouvez être passionné de culture coréenne, par exemple, et postuler au Havre. Il faut donc regarder bien les cours. Est-ce qu'il y a des majeurs qui vous intéressent déjà? Est-ce que potentiellement il y aura des masters qui vous intéressent? Alors, vous n'êtes pas obligé de savoir votre avenir sur les 10 prochaines années, hein, mais ça peut être des idées. Donc, ne restez pas dans le superficiel, allez dans le plus spécifique possible dans votre motivation pour Sciences Po. Pour l'essai, là, c'est quelque chose de très personnel, pareil. On ne s'attend pas à quelque chose de spécial. Il n'y a pas un sujet qui vous donnera plus de points que d'autres. Vraiment, on a mis 5 sujets. Prenez celui qui vous inspire le plus. Soyez le plus personnel, mais bon, faites-le relire, bien entendu. Alors, faites-le vous-même, mais n'hésitez pas à le faire relire par d'autres personnes pour savoir si ça a été bien écrit, pour voilà, est-ce qu'ils auraient des conseils à vous donner. Et pour l'oral, pour moi, c'est un vrai entraînement. Il faut vraiment que vous entraînez à vous présenter en 5 minutes, à vous chronométrer. Peut-être faites-le avec des amis, peut-être avec vos parents ou des enseignants. Et entraînez-vous à décrire des images en 10-15 minutes. Faites-le aussi pareil avec des amis, des groupes. Pour moi, plus vous allez le faire, plus ça sera facile. Et enfin, ça, vous le savez, j'imagine, hein, lisez les journaux, renseignez-vous sur l'actualité, suivez un peu ce qui se passe parce que ça vous permettra d'argumenter aussi durant votre échange avec le jury. Oui, Et on sait qu'il y a un groupe qui s'appelle SOS Sciences Po, je ne sais pas si vous connaissez.
tapez SOS Sciences Po, et c'est un groupe d'étudiants de Sciences Po donc, qui ont été admis et qui parrainent des gens, enfin des élèves qui veulent postuler et qui leur donnent des conseils et qui les coachent un peu durant, je pense que c'est dès la première d'ailleurs, et pendant l'année de terminale pour préparer leur dossier. C'est bon à prendre. Nina, une question? Une fois à notre admission, par exemple, si on a accepté, on se met qui choisit un campus, on choisit le campus, mais est-ce qu'on peut être refusé d'un campus? Par exemple, si je vais à Menton, c'est un exemple, mais que je suis refusée, je pourrais pas aller à Reims. Oui, alors c'est une bonne question, j'ai obligé de le préciser. Sur Parcoursup, en fait, il y a 2 points comme ça me fera rebondir sur autre chose. Quand vous avez postulé sur Parcoursup, vous allez devoir mettre 2 campus. Donc, il faut obligatoirement mettre 2 campus. Et dans votre lettre de motivation, généralement, les élèves font ressortir celui qui les intéresse le plus. Il y en a toujours un qui vous intéresse plus que l'autre. Et si vous êtes présélectionné dans l'entretien, on vous redemandera en fait quel est le campus qui vous intéresse le plus. Donc, généralement, si votre choix il est logique et bien motivé, on vous mettra dans le campus. Il arrive que les élèves ne soient pas mis dans le campus de préférence, dans un autre campus, parce que peut-être que le jury considère que le profil est plus adapté ou que le campus leur profitera mieux. Voilà. Mais c'est assez rare, ça arrive, mais généralement, on vous met quand même dans le campus de préférence. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur? L'octroi des bourses. Ça se fait dans les élèves. Alors là, c'est une question sur l'octroi des bourses et les conditions justement d'obtention de ces bourses. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ou vous pouvez nous orienter vers un lien? Alors en fait, donc vraiment, enfin le plus simple, c'est que vous tapez bourse Sciences Po. Comme ça, vous aurez toutes les bourses qui sont faites par Sciences Po en fonction de nationalité. La bourse généralement, les bourses, et Bootme en particulier, qui est celle pour tous les étudiants non européens, c'est des bourses qui sont quand même basées sur l'excellence académique. Après, des critères sociaux peuvent être aussi pris en compte. Donc voilà, ça dépend un peu des profils. Alors justement, moi je pense qu'il est important pour éviter des désillusions. Vous parlez d'excellence depuis tout à l'heure. Si excusez-moi d'être un peu terre à terre, mais lorsqu'on parle d'excellence, pour que les élèves puissent se situer, on parle de quelle note exactement? Est-ce qu'on parle un bon élève? Est-ce qu'on parle de 15? Est-ce qu'on parle de 16? Est-ce qu'on parle de 18? Donc, c'est très bien que les élèves se situent et qu'ils se disent, peut-être que Sciences Po, il faut que je pense à un plan B parce que je ne pourrais pas y accéder. Alors, bon, moi, c'est pas que j'ai pas envie de répondre à ça. C'est juste que le problème, j'ai pas une note minimale à vous donner dans le sens où les lycées ne notent pas pareil. Donc, un 15 dans un lycée va pas être le même 15 que dans un autre lycée. Donc, c'est un 15 dans un lycée très, très sélectif. Ça peut être la meilleure note. C'est pour ça qu'en fait, quand je vous ai parlé des bulletins, je vous ai dit aussi qu'on regardait la place dans la classe. Voilà, pour voir, vous avez 15, mais est-ce que c'est un 15 de premier ou est-ce que c'est un 15 de 10? Voilà. Donc, voilà, j'ai pas une note minimale. Après, c'est vrai que les étudiants, quand on regarde a posteriori, les étudiants qui ont été acceptés, c'est des élèves qui avaient des très bonnes, comment dire, qui avaient j'arrive plus à trouver le mot, au niveau du bac, qui avaient des mentions très bien, excellentes. D'accord. Donc, c'est pas tant les notes au sein du lycée, mais vraiment, c'est pour que vous voyez un peu les profils d'élèves qui sont acceptés après. Alors, est-ce que tout ce qui est extrascolaire, est-ce que vous y accordez de l'importance sur l'implication dans des associations ou bien dans un sport ou bien dans des activités artistiques? Est-ce que ça joue un rôle dans l'acceptation du dossier? Alors, cette année, c'est plus noté, ça l'était avant. Donc, il y a toujours une partie dans laquelle les élèves peuvent remplir. Alors, disons que ce n'est pas ce qui va tout changer, mais ça nous permet de mieux connaître votre profil. Et surtout, ça devient intéressant si vous faites bien le lien entre ces activités et voilà, ce que ça peut apporter à Sciences Po et ce que Sciences Po peut vous apporter par rapport à ces activités. Donc, surtout, ne faites pas une liste. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais faites bien à la limite, même si ça ne fait qu'une activité, mais qui est très intéressante par rapport à votre profil et par rapport à Sciences Po, mettez-le bien, mais argumentez-le bien. Après, pour ceux et celles qui n'auraient pas fait d'activité parce qu'ils ne pouvaient pas, parce que je ne sais pas, moi, parce qu'ils sont peut-être plutôt introvertis, c'est pas très grave. Hein. Votre personnalité peut aussi être très intéressante à plein d'autres niveaux. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui lisait beaucoup, peut-être que c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup de podcasts, qui fait des choses chez vous. Voilà, donc c'est pas rédhibitoire si vous ne l'avez pas fait. Et si vous l'avez fait, c'est bien, mais vraiment argumentez le plus possible. N'en faites pas une liste. D'accord, merci. Je pense que vous les avez un petit peu impressionnés et ils sont. Ah. Oui. Alors, vas-y, je t'écoute. Oui. Et comment ça se passe?
Vous avez entendu la question? Non, pas du tout. Alors J'en ai voilà, eu- c'est une question sur le summer school. Et Ouais. donc, elle est dans sa situation, elle est en première, elle est passée en terminale. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a un summer school qui est proposé pour les élèves qui passent de première à terminale? Ah bah, si actuellement vous êtes en première, du coup, ça sera la pre-college. Celle qui est. Alors, en fait, j'ai oublié de le préciser, mais pour pre-college, il y a deux formats. Soit le format en présentiel de 3 semaines, 2 semaines sur le campus de Reims, 1 semaine sur le campus de Paris. Soit, et cette année, ils ont fait aussi le format en ligne. Donc, il me semble que c'est genre 1 semaine en ligne sur les thématiques de changement climatique. Donc, vous pouvez postuler soit pour le pre-college, enfin, soit le format présentiel, soit en distanciel. Qui Et sont où est-ce qu'ils postulent sur le site? Oui, ouais, vous tapez Sciences Po Summer School, c'est déjà ouvert. Vous pouvez D'accord, postuler. merci. Je vous en prie. Mais alors, j'espère que vous n'êtes pas surimpressionné, parce que de mémoire, il y a des élèves de votre lycée qui sont acceptés quasiment chaque année, hein. Oui, Donc, oui, on arrive à en caser quelques-uns chaque année, mais et c'est un beau, enfin, c'est pas le cas de tous les lycées, donc c'est un beau challenge. ouais, non, non, mais Il faut s'en franchement, donner les moyens. exactement. Est-ce que vous avez d'autres Après, il y a d'autres Sciences Po aussi, hein. Enfin, je ne sais pas si je pourrais dire ça maintenant, mais il y a plein de Sciences Po, hein. Il y a Sciences Po Aix, Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Toulouse. C'est vraiment les thématiques Sciences Po qui vous intéressent. N'hésitez pas à postuler aux autres Sciences Po également, hein. Ils n'ont pas toutes la même offre. C'est à peu près le même format. Après, chacun a ses spécialités, mais n'hésitez pas à regarder les autres Sciences Po également. Bien, Madame Albrieux, je pense qu'on a fait le tour. Merci de votre temps. Merci pour ces explications. Ben, merci à vous et bon courage à tout le monde. C'est bien. Bon week-end, au revoir. Merci à vous aussi, au revoir.